Voilà, alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette conférence virtuelle. Je suis ravi de vous accueillir. Je m'appelle David Derrier, je suis responsable des opérations chez Nexel. Alors je vais juste vérifier parce que je ne suis pas sûr que vous me voyez en vidéo. Alors, je vais voir si je peux arrêter éventuellement le partage d'écran pour montrer ma tête. Hop. Alors ça n'a pas l'air de fonctionner, on va rester comme ça. Alors encore une fois, je vous souhaite la bienvenue. J'ai pris le parti de faire une présentation en live, alors avec les aléas du direct, comme d'habitude, et j'ai choisi de parler d'une thématique qui couvre le marketing digital et se poser la question de savoir si le marketing digital est devenu la base d'une stratégie CRM. Donc, comme je vous disais, moi je suis David Derrier, responsable des opérations chez Nexel. Nous sommes partenaires intégrateurs Salesforce. Alors je vous en dirai un petit peu plus tard. Et nous avons la joie d'être aussi sponsor gold du LEC, comme depuis plusieurs années. Alors, j'ai quelques slides à vous partager, bien évidemment, et j'avais envie de commencer par un peu de contexte autour de ce qu'on appelle le CRM et des différentes définitions qu'on peut lui attacher. Ça me semblait aussi important, avant de parler du marketing digital, de faire un point de situation sur le CRM et son évolution. Alors, j'ai mis à travers les âges, c'est un petit peu ambitieux, mais on va déjà se projeter un peu en arrière et regarder l'évolution des thématiques CRM et des solutions CRM depuis une vingtaine d'années. Ce qui va nous amener après à la thématique du jour, donc le marketing digital et la course effrénée que se livrent les différents acteurs du marché. Et à la fin, j'aurai bien évidemment la joie de répondre aux questions que vous pourrez poser dans la fenêtre de chat que vous allez voir sur votre écran, normalement sur la droite. Et si, bien entendu, nous n'avons pas la possibilité de répondre à toutes les questions, je ne manquerai pas de faire le suivi avec vous par la suite. Donc, comme je vous le disais, je souhaitais poser un peu les bases de cette discussion et de voir qu'est-ce qu'était le CRM. Qu'est-ce qu'on entend par CRM? Alors, c'est un terme qui peut parfois, on va dire, être galvaudé, qui peut être assez varié, assez vague, parfois assez précis. Donc, quand on parle de CRM, on parle de technologie, on parle de processus et de stratégie. C'est vraiment ce triptyque et c'est vraiment ce triangle. Alors, vous n'avez pas de... Je vois quelqu'un qui n'a pas de son. Emma, est-ce que tu peux confirmer que tu m'entends? Ok, très bien, donc ça a l'air de fonctionner. Alors, j'ai une personne qui me dit qu'il n'a pas de son, ça a l'air de venir de votre côté, donc il faut peut-être activer l'autorisation du micro et des haut-parleurs dans votre navigateur. Voilà. Donc, je disais qu'en termes de CRM, sur le niveau stratégique, donc on entend par CRM toute la stratégie qui va permettre de gérer les interactions avec les clients, mais clients au sens large. Donc aujourd'hui, par client et par Customer Relationship Management, on entend les parties prenantes au sens large et pas simplement les clients avec lesquels on a une relation purement commerciale. Donc cette notion de CRM, elle s'applique notamment aux organisations à but non lucratif et pas simplement aux entreprises. Donc en parlant de CRM, on parle aussi de la technologie, des outils. Et c'est souvent la chose qui semble être le plus... on va dire le plus important pour les organisations, c'est comment est-ce qu'on va supporter cette stratégie avec des outils technologiques qui vont permettre de collecter des données, qui vont permettre de les fidéliser, d'optimiser la relation qu'on va avoir avec eux. Mais on va parler aussi de processus. Donc, une solution technologique sans stratégie, ça n'ira nulle part, mais sans processus également. Qu'est-ce qui va régir tout l'ensemble de cette stratégie? Comment est-ce qu'on va utiliser les outils? Et comment est-ce qu'on va donner toutes les pistes à nos collaborateurs et toutes les règles pour qu'ils puissent gérer les clients de la meilleure manière qui soit. Alors, j'ai mis une petite slide ici qui me semble importante pour récapituler une partie des acteurs du monde CRM. Alors, il y en a certainement que vous connaissez. Et j'ai souhaité aussi faire un point sur le marché. Alors, il y a certains acteurs qui ne figurent pas ici. Je n'ai pas pu tous les mettre, sinon il m'aurait fallu un gros panneau publicitaire qu'on met sur un mur des buildings. Mais je vous en ai mis quelques-uns. Certains sont familiers, peut-être d'autres moins. Et on voit que dans le monde du CRM, aujourd'hui, il y a certains leaders incontestés, comme notamment Salesforce. Alors, pour nous, chez Nexel, ça tombe bien parce que
on est partenaire Salesforce, on fait du Salesforce. Je viendrai un peu plus là-dessus, vous allez comprendre pourquoi. Mais voilà, il y a des acteurs très gros, des très petits. Et Salesforce, pour nous, c'est une solution qui rapidement a fait ses preuves depuis une vingtaine d'années et qui nous a semblé être la solution la plus évolutive. Donc, nous, on est partenaire Salesforce depuis 2002 et on accompagne les entreprises et les organisations à but non lucratif dans la mise en place de solutions CRM. Alors, le but de cette slide, c'est de faire un petit peu notre pub pour que vous compreniez à qui vous avez affaire, mais ça va faire la transition avec le marketing digital sur la slide suivante. Et donc, chez Nexel, on aime beaucoup faire des événements comme le LEG, donc on est encore une fois ravis de vous avoir. Et on a une initiative qui s'appelle Nexel Angels qui nous permet aussi d'accompagner des organisations à des conditions préférentielles dans des projets de transformation. Donc, on est partenaire certifié Salesforce et on fournit une gamme de services divers et variés. Donc, évidemment, on fait des implémentations, du développement, des intégrations, gestion de données, tout ce qui s'ensuit. Mais il y a une partie sur laquelle j'aimerais insister et qui est dans la continuité de ce sujet, de cette thématique du jour. C'est ce que vous voyez en bas à gauche qui est le marketing digital. Alors, pour la petite histoire, l'année dernière, on a fait une campagne de rebranding d'une certaine manière et on s'est posé la question de comment est-ce qu'on devait se positionner de nos jours quand on parlait de CRM. Et rapidement, il est venu non pas une idée, mais un point extrêmement important qui était le marketing digital. Donc nous, on a une équipe spécialisée du côté de Berne qui s'occupe de toutes ces problématiques-là. Et ça nous a semblé absolument évident d'intégrer cette notion de marketing digital comme une thématique à part entière dans l'éventail de services qu'on proposait. Et c'est pour ça que petit à petit, on en est venu à se poser la question de savoir, mais finalement, quand on parle de CRM, est-ce que le marketing digital ne prend pas une part de plus en plus prépondérante dans les discussions que nous avons avec nos clients, avec nos prospects, avec nos partenaires? Donc, c'est aussi de là qu'est venue l'idée de cette thématique. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Quelle a été l'évolution du CRM ou des périmètres des projets CRM au fil du temps? Alors, petit aparté, cette photo est assez marrante. Alors, la résolution n'est pas géniale, mais c'est le premier appartement de Marc Benioff, qui était le fondateur de Salesforce, quand il a commencé à lancer cette solution en 99, donc plus de 20 ans, du côté de San Francisco. Et le paradoxe est assez intéressant parce que maintenant, Salesforce a construit la plus grosse tour de San Francisco avec, je sais pas, 80 étages ou je ne sais plus combien exactement, mais ça a commencé comme ça, dans une petite chambre d'étudiants quasiment, avec des câbles qui traînaient de partout. Mais ça a été un chemin assez long avec de nombreuses évolutions, de nombreuses révolutions, on peut dire. Parce qu'autour des années 2000, quand la partie, on va dire, quand le CRM a commencé à être à ses prémices, à des frémissements, on était dans une optique de centralisation. Les sociétés cherchaient à passer du papier au digital ou à se professionnaliser et cherchaient aussi à centraliser les données des différentes équipes, par exemple, ou des équipes commerciales, dans un système. Parce que, comme on rentrait dans l'ère du digital, c'est extrêmement important de pouvoir valoriser ces données, de pouvoir capitaliser dessus, mais aussi de définir quelles étaient les règles qui allaient s'appliquer quand on allait gérer ces données. Parce qu'il était évident que quand on mettait tout dans un seul système, on devait dicter des règles, mais on devait aussi sécuriser ces données. On travaillait avec du papier, on disait, on va mettre tout ça dans un placard, on ferme la clé, et tant qu'on ne perd pas la clé, on est bon. À peu de choses près, je caricature. Mais avec du digital, il y a des problématiques différentes qui sont venues. Une fois que cette problématique de centralisation a été réglée, quelques années après, on était sur une problématique d'optimisation. On a des données, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et surtout, comment est-ce qu'on apporte de la valeur ajoutée à nos équipes? Comment est-ce qu'on va automatiser certaines choses? Comment est-ce qu'on va en simplifier d'autres? Comment est-ce qu'on va apporter du support, notamment aux équipes commerciales? Et c'est là qu'on a commencé à parler de SFA, de Salesforce Automation, d'automatisation des forces de vente, pour que, d'une part, sur le terrain et dans les bureaux, les équipes commerciales aient des outils et des processus qui leur servent. Mais comment aussi est-ce qu'on va apporter de la valeur au management avec la possibilité d'affiner et de rationaliser certaines pratiques, de pouvoir avoir plus de granularité sur des prévisions de vente, sur une standardisation et une harmonisation du reporting pour avoir vraiment une vue d'ensemble des activités et des opérations. Donc, on était vraiment sur une approche très commerciale à un moment où le CRM avait déjà fait ses premiers pas et commençait à se démocratiser, on va dire. Quelques années plus tard, il y avait vraiment un besoin de collaboration.
Donc, on n'était plus uniquement sur une partie commerciale, mais on était vraiment sur une collaboration entre, d'abord, les équipes commerciales, mais les équipes aussi de service client. Comment est-ce qu'on va, d'une part, vendre, mais comment est-ce qu'on va s'assurer que, à la suite de la vente, il y ait une continuité dans le service qui est rendu et qu'il y ait aussi un traitement optimal des demandes clients, des plaintes, des questions. Et le constat est arrivé à un moment de dire, on a une continuité dans notre service, mais comment est-ce qu'on peut capitaliser dessus? Comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser cette partie service client pour mieux connaître nos clients, encore une fois, en identifiant aussi leur satisfaction, est-ce qu'ils sont contents de ce qu'on fait, comment est-ce qu'ils ont des services, mais aussi en favorisant l'upsell. En connaissant mieux nos clients, en sachant qu'est-ce qui les rend contents, mécontents, ça va nous permettre de transmettre des informations au service commercial, ou voire même en tant que responsable service client, ou en agent du service client, de pouvoir proposer aussi d'autres produits, d'autres services. Donc cette transition vente-service client est devenue de plus en plus importante, toujours dans une optique de satisfaction, mais aussi d'upsell, donc à des fins commerciales. Ensuite, il y a quelques années, on a vu arriver autre chose de très intéressant, surtout pour le sujet qui nous concerne, c'était une démarche de qualification. Et là, on n'était plus sur une transition vente, service client, on était sur une transition marketing, vente, avec l'anglicisme que vous retrouvez souvent, marketing to sales. Et là, l'objectif était de comprendre mieux les clients, mais avant qu'ils aient concrétisé la vente. Comment est-ce qu'on va mapper leur comportement avec des profils de clients type? Comment est-ce qu'on va interagir aussi de façon plus digitale et de façon aussi personnalisée avec ces clients, toujours dans le but de les engager, d'attirer leur attention, aussi dans le but de mieux connaître les gens qui sont intéressés par ce qu'on a à proposer. Et là, un autre point qui s'est un peu démocratisé, c'est ce qu'on va appeler l'écoute des signaux faibles. C'est qu'on ne peut pas attendre que le client signe quelque chose ou achète quelque chose pour l'engager. Il faut être à l'écoute de toutes ces interactions avec nos différentes plateformes, avec nos différents sites, avec nos différents canaux, et se dire, voilà, comment est-ce qu'on va mettre des notes, comment est-ce qu'on va scorer, comment est-ce qu'on va mieux qualifier ces prospects pour ensuite leur proposer des offres adaptées et faire en sorte qu'ils puissent être convaincus par ce qu'on a à leur proposer. Donc, cette transition marketing-vente est un peu une révolution. Et je ne sais pas si vous avez remarqué depuis quelques années, les publicités sur Facebook, par exemple, sont de plus en plus, alors, j'allais dire pertinentes, mais ça reste subjectif, et ont de plus en plus d'impact. Parce qu'on est un peu écouté, analysé, et moi je me rappelle il y a 10 ans, jamais je n'aurais fait confiance à une publicité Facebook et jamais je n'aurais prêté attention à cette publicité parce que ça aurait été totalement dans les choux. Mais maintenant, on est un peu dans les clous et on y a une certaine pertinence qui se dégage de ce type de communication. Et pour continuer sur la partie, l'exemple de Facebook, on est maintenant rentré dans l'ère de la conversion. J'ai regardé mon exemple personnel et je vous disais qu'il y a quelques années encore, je n'aurais même pas prêté attention aux publicités Facebook, mais maintenant, non seulement j'y prête attention, mais ça m'est arrivé d'acheter des choses via des publicités Facebook parce que je me disais que voilà, ça correspond à ce que j'ai et c'est de plus en plus crédible. Et on est aussi dans cette ère-là parce que de nos jours, le digital est devenu prépondérant. Alors, ça fait quelques années qu'on est dans le digital, mais aujourd'hui, notamment avec la période Covid qu'on a presque, j'espère, passée, on est toujours un petit peu dedans, ça a changé certaines mentalités et de plus en plus de générations achètent en ligne et les sociétés se doivent de proposer des expériences totalement digitales. On appelle ça le digital first, où les clients peuvent avoir une expérience totalement unifiée et puis peuvent procéder à l'acte d'achat en self-service, c'est-à-dire sans intervention humaine de l'autre côté. Si vous entendez des pompiers, ne vous inquiétez pas, c'est peut-être le convoi de Biden et de Poutine qui passe. L'intérêt aussi de cette expérience client unifiée, c'est que on n'est pas aujourd'hui uniquement sur un site web vitrine. L'expérience doit se faire de manière omnicanale, multicanale. On ne peut pas simplement dire j'ai mon site, les gens vont acheter. Non, il faut les amener vers leur site par différents canaux. Par Facebook,
par des systèmes de messagerie, par de la publicité. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête en se disant qu'aujourd'hui, pour avoir une expérience client unifiée, il faut faire du multicanal. Le multicanal va non seulement augmenter la connaissance de nos clients, mais ça va aussi permettre de mieux les catégoriser, d'anticiper le potentiel de certains clients, mais aussi de se dire, ouais, attention, on va peut-être pas mettre trop d'efforts sur ce type de client parce qu'on n'est pas sûr que ce soit pertinent par rapport à ce qu'on recherche. L'exemple que je prends souvent, c'est que si vous avez un étudiant qui fait un mémoire sur, je sais pas, le monde de l'automobile, qui va sur le site Volvo 5 fois par jour pendant 4 semaines, ouais, c'est bien, il a de l'intérêt pour notre marque. Mais on va arriver, en fonction de son profil, à se dire, il a de l'intérêt pour notre marque, mais à l'heure actuelle, ça n'est pas dans notre cœur de cible. Donc, on va le laisser de côté. Donc, l'idée de tout ça, c'est aussi de dire, de manière autonome, on va essayer de faire concrétiser la vente de manière digitale, sans forcément qu'il y ait une expérience en magasin ou en point de vente physique. Et c'est vraiment depuis 5-6 ans qu'il y a un vrai essor du marketing digital. C'est vraiment là qu'on a identifié ce genre de comportement et ces modèles. Alors, la course au marketing digital est lancée. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Alors, au début, c'était, on va dire, un luxe. On se disait, comment est-ce qu'on peut être pionnier, même si on n'a pas totalement de visibilité sur ce que ça peut nous apporter, on fait un pari sur l'avenir, on essaye. Très bien. Ensuite, on était dans une approche un peu plus complémentaire. C'est-à-dire, il y a un potentiel sur le marché, on peut peut-être attirer un autre public, on peut compléter les actions marketing qu'on a aujourd'hui avec du marketing digital. Donc, on complète, on exploite, on n'a pas encore trop de certitude, mais on y va. Et ensuite, ça s'est accéléré et c'est devenu rapidement un must. Un must parce qu'il y a des générations qui aujourd'hui ne jurent que par cela. Et la concurrence aussi est rude. Aujourd'hui, ne pas faire de marketing digital, c'est être quasiment dépassé. Alors, il y a encore certains secteurs, certains domaines qui sont un peu en marge, mais voilà, si on veut se démarquer, il faut se mettre dedans. Et aujourd'hui, c'est devenu presque une norme. Dans certaines industries, c'est une norme de gérer sa communauté d'évangélistes ou de supporters ou de clients. C'est devenu une norme de suivre la réputation en ligne. Mais c'est devenu aussi de plus en plus courant d'appliquer le marketing digital à d'autres choses. Et là, on va parler d'applications extra-commerciales parce que vous avez beaucoup de sociétés aujourd'hui qui font du marketing RH avec des outils de marketing digital. Donc le marketing digital, aujourd'hui, ça n'a pas que pour vocation d'avoir des débouchés commerciaux supplémentaires, mais c'est aussi de pouvoir étendre le périmètre et trouver d'autres applications à ça. Et on a d'autres sociétés qui se positionnent vraiment comme des visionnaires, qui veulent réinventer un peu la manière de faire du business, que ce soit en ligne ou autre, et qui vont se dire, voilà, on a du marketing digital, mais comment est-ce qu'on peut exploiter les données que nous avons? Comment est-ce qu'on peut utiliser tout le potentiel de l'intelligence artificielle pour être capable de gagner en impact? Donc, on a vu que ça a évolué en termes de maturité, et on se dit, mais est-ce qu'on est au début du marketing digital ou pas? Alors, marketing digital, je ne sais pas, et c'est prétentieux de dire oui ou non, mais par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'on n'est qu'au début de l'ère de la donnée. Plus on a de données, plus on peut l'exploiter, plus on a des chances d'avoir de l'impact en termes digital. Mais ce qu'on voit ici, c'est que aujourd'hui, on est en 2021, on a l'impression que les données sont partout et qu'on en a énormément, mais par contre, selon les projections dans 5, 10, 15 ans, aujourd'hui, on est à l'état embryonnaire. Donc, on peut se poser la question, où est-ce qu'on en est au niveau du marketing digital et comment est-ce qu'on peut dégager certaines tendances? Et donc, aujourd'hui, dans les projets CRM, là aussi, pour revenir sur des choses très terre à terre par rapport à la thématique du jour, c'est qu'est-ce qui se passe? Et nous, on le voit très souvent, c'est que le point d'entrée, ça devient de plus en plus le marketing et le marketing digital. Il y a quelques années, c'était vraiment l'optimisation de la force de vente. Mais là, c'est vraiment le marketing. Dans les discussions qu'on a eues ces derniers mois, la majorité des discussions et des priorités tournent autour du marketing. Parce que, notamment, la génération lead, c'est devenu quelque chose d'extrêmement important, voire critique. Si on parle de digitalisation, on parle aussi de concurrence mondialisée. Donc, capter les leads, les identifier, les qualifier et les convertir, c'est un défi permanent, un défi constant et un défi de taille. Donc, c'est aussi pour ça que les organisations se disent, nous, le marketing digital, c'est critique pour nous. Je parle de clients, mais je peux aussi parler de donateurs pour des organisations internationales, pour des ONG, pour des fondations, des associations. C'est le même type de défi.
Comment est-ce qu'on va attirer notre public cible et comment est-ce qu'on va mieux le qualifier. Mais on en a beaucoup parmi nos clients et nos prospects qui disent « Ah ben nous, c'est bon, on va mettre une solution technologique, ça va être la solution miracle. » Oui, alors ce serait un petit peu, ce serait trop beau pour être vrai. Et on a beaucoup d'organisations, de sociétés ou d'entreprises qui oublient une chose essentielle, c'est que le contenu est primordial. Si vous voulez attirer des gens, vous avez beau avoir la meilleure solution du monde en termes de marketing digital, il faut avoir une stratégie de contenu, qu'on soit sur du corporate ou du non-profit. Le contenu est extrêmement important et critique, inéluctable. Parce que l'outil va vous aider, mais on l'a vu tout à l'heure, dans une stratégie CRM, et c'est pareil dans une stratégie de marketing digital, vous avez besoin d'outils, mais vous avez besoin d'une stratégie de processus. Et dans la stratégie, vous devez avoir du contenu. Parce que si vous voulez que les gens interagissent avec vous, ils vont interagir avec du contenu. Donc, si vous n'avez pas ce contenu, vous êtes dans une situation un petit peu délicate. Et l'autre problématique à laquelle on fait souvent face, c'est que les clients nous disent « Ah, mais on veut que ce soit tout automatisé. » Ouais, c'est très bien, mais automatiser, ça veut dire quoi? Et qu'est-ce que vous en attendez? Donc, il faut se poser les bonnes questions. On est à la fois jugé parti là-dedans, mais on n'est pas là pour dire oui, la solution va faire des miracles. Non. Une solution sans stratégie n'ira nulle part. Et la surautomatisation est bien. Mais on est face à des clients souvent qui nous disent « Ah, mais on veut automatiser, mais par contre, on veut toujours de la flexibilité. » Donc, quel est le bon compromis qu'on va trouver entre l'automatisation de certaines choses, mais la flexibilité sur d'autres aspects? Flexibilité en termes de contenu, flexibilité par rapport à différents types d'audience sur lesquels on va automatiser des parcours différents, mais il faut parfois faire des compromis. Et on se retrouve, moi j'ai eu parfois des discussions avec certains clients qui nous disent « Ah, mais nous on veut du semi-automatique manuel. » Oui, très bien. Qu'est-ce que vous entendez par là? Et en fait, il y a toujours cette crainte d'automatiser et de perdre de la flexibilité, et souvent parce que ces organisations-là ou ces sociétés-là n'ont pas de stratégie en tête. C'est « je veux tout faire, on y va à la va comme je te pousse, et on verra ce que ça donne, et on va ensuite réajuster. » J'ai fait un petit graphique ici, hein. C'est le graphique de la diffusion de l'innovation. Vous avez certainement déjà vu ça. Et je me suis posé la question, mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On voit que le marketing digital est de plus en plus important à différents niveaux, mais où est-ce qu'on en est? Et moi, à mon humble avis, je me dis, peut-être qu'on est par ici. On n'est pas loin de la maturité. On a déjà fait beaucoup de choses en termes de marketing digital, mais est-ce qu'on ne se rapprocherait pas petit à petit du déclin du marketing digital? Je me dis, il y a déjà quelques signes de déclin qu'on peut identifier. Alors, en matière de protection des données, on voit qu'il y a des réglementations de plus en plus strictes, de plus en plus contraignantes au niveau européen, au niveau suisse notamment, et que les différents types d'organisations, à but lucratif ou non, ne peuvent plus faire ce qu'elles veulent en matière de gestion des données. Et donc déjà ça implique des stratégies et des processus en place pour être sûr d'être en conformité avec les réglementations. Il y a des choses peut-être aussi un peu plus techniques. Vous avez certainement dû entendre parler de la fin des cookies tiers dans Chrome, ce qui veut dire que voilà, vous ne pourrez plus utiliser les cookies pour faire du tracking de la même manière que c'était fait ces dernières années. Et en plus de ça, en matière de sécurité informatique, il y a des solutions avant qui étaient réservées aux grandes entreprises, aux banques, qui se généralisent, des solutions grand public de cryptage, de VPN. Vous avez certainement dû entendre parler de NordVPN ou de ProtonVPN, tous ces outils-là. Je ne sais pas que je vais leur faire de la pub, mais si après ça vous intéresse de regarder ce qu'ils font. Et tout ça, ça fausse la perception et le tracking parce que vous ne savez pas qui vous avez en face de vous en termes géographiques ou de comportement. Donc déjà là, ça nous fait dire que le marketing digital va devoir se réadapter, va devoir innover aussi pour être toujours à la page. Et donc, voilà, je l'ai fini avec cette présentation. Je ne voulais pas aller trop loin, mais le but de cette, j'allais dire discussion, malheureusement non, c'était aussi de dire, voilà, quel est le constat aujourd'hui et qu'est-ce qu'on va devoir approfondir. Et donc, nous, on sera présent sur le LEC physique au mois de septembre et on va travailler sur cette thématique. On va vous faire une présentation sur justement les tendances en matière de marketing digital, le futur du marketing digital. Donc, on a posé les bases. On sera ravis de vous retrouver sur le salon physiquement, que ce soit mes collègues ou moi,
pour discuter de ces thématiques-là et on sera ravis de vous retrouver et j'espère être ravi de vous retrouver pour la présentation pour aborder ces sujets. Voilà. Donc, il nous reste un petit peu de temps, il nous reste 9 minutes. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez dans le chat. Dans la mesure du possible, je serai ravi d'y répondre. J'en ai pas pour l'instant. Si certains n'ont pas de questions et doivent partir plus tôt que prévu, je vous souhaite une bonne journée. Mais voilà, n'hésitez pas à poser les questions dans le chat. Pas de questions pour l'instant. Ne soyez... Alors, j'ai une question ici. Est-ce qu'il y a des outils spécifiques dans Salesforce pour traiter ces questions? Oui, évidemment que oui. Que ce soit pour du B2B, que ce soit pour du B2C, que ce soit pour des problématiques de gestion d'email, que ce soit pour des problématiques de SMS, de support, de vente, il y a énormément de solutions. Donc, c'est des choses qu'on peut discuter séparément. Alors, une autre question, si le marketing digital commence son déclin, qu'est-ce qui vient de nouveau? Alors, c'est une excellente question. Et je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse. Je pense que l'une des clés, à mon avis, du marketing digital va être de se réinventer. Donc, je pense que le secret, ça va être d'engager les prospects, d'engager les clients. En termes de protection des données, en termes de cookies et autres, ça va être extrêmement compliqué d'avoir la même approche que tout le monde a aujourd'hui, c'est-à-dire identifier les signaux faibles, voir quel est le tracking, où est-ce que les personnes vont sur le site web. Mais je pense qu'un des gros enjeux, ça va être de trouver des stratégies et aussi du contenu pour engager les gens, pour que de manière volontaire, les gens fournissent des données. Donc plutôt que d'aller à la chasse aux données et à un profilage de manière indirecte pour dire après on va attaquer le client, il va falloir trouver à mon avis des méthodes pour engager et que les clients nous sollicitent, fournissent des données et c'est ces données qui vont après donner plus de puissance au marketing. Et donc ces thématiques, je ne vais pas trop l'aborder parce que justement on va l'aborder après au mois de septembre dans la vraie présentation, mais à mon avis, le marketing digital a encore de beaux jours devant lui, mais pas sous sa forme actuelle. Il va falloir innover, se réinventer, toujours garder un œil sur les réglementations. Donc ça va être quelque chose d'assez fascinant dans les années à venir de voir comment tout ça se met en musique. Merci pour les questions. N'hésitez pas à continuer. Voilà. Merci. Je mets la caméra. Maintenant, en rafraîchissant mon navigateur, le partage d'écran s'est arrêté. Alors, une autre question sur l'intégration entre les systèmes de marketing et les systèmes de vente. Alors, comme on le disait tout à l'heure, on est vraiment dans une étape où la transition entre le marketing et la vente est essentielle. Donc, le marketing a de plus en plus de responsabilités en matière de qualification de prospects, d'aide à la prise de décision, d'aide à l'activité commerciale pour les vendeurs. Donc, ces aspects sont de plus en plus importants, mais déjà depuis quelques années. Je pense qu'on est dans la continuité. C'est-à-dire que la vente sans le marketing aura un impact réduit et le marketing sans la vente, au final, n'aura que très peu d'impact parce qu'il n'y aura pas de suivi. Donc, c'est essentiel de faire le lien entre les activités marketing et le suivi commercial. Et notamment, on parlait tout à l'heure de la partie tracking, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va donner toutes les informations nécessaires à un commercial pour qu'il puisse avoir un bon profilage de son client, qu'il puisse lui proposer déjà un suivi qui a l'air conforme à ses attentes,
qu'il puisse nous proposer des offres, mais qu'il arrive aussi avec la bonne approche, les bonnes informations. Alors, il nous reste 3 minutes 45. Je vois que certains d'entre vous commencent déjà à partir. Alors, il semblerait que j'ai des soucis de son. Non, a priori, le micro fonctionne. Alors oui, j'ai une question ici. Peut-on avoir accès aux slides? Bien entendu, nous allons faire le suivi et vous envoyer les slides. Alors, une autre question. Alors, la personnalisation du contenu deviendra, par exemple, de plus en plus essentielle, mais sans données sur les nouveaux inscrits, difficile, faudra-t-il le faire en test and trial? Je vais prendre un exemple. Je suppose, je vois que vous venez d'une organisation à but non lucratif. Je vais prendre un exemple, le contenu. Le rapport annuel, c'est par exemple un type de contenu. Comment est-ce qu'on peut engager des donateurs potentiels ou des différents stakeholders avec un rapport annuel? Par exemple, en poussant ce rapport sur des réseaux sociaux, mais parfois en faisant une version anticipée en disant accéder en primeur à un échantillon de notre rapport annuel ou à un rapport, un livre blanc, donnez-nous vos coordonnées et ça va nous permettre de le faire. Alors évidemment, il y aura des choses de manière itérative, parce que si vous n'avez pas beaucoup de choses aujourd'hui dans votre base de données, si vous avez peu de recul par rapport à la situation, il faudra essayer des choses. Il faudra tester, voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce que font les autres, quelles sont les bonnes pratiques dans votre domaine. Donc, et c'est toujours pareil, en matière de marketing, il faut innover. En termes de contenu, il faut innover et il y a des choses qui marchent mieux que d'autres. Alors donc la fin est dans 54 secondes. Si vous avez encore une question, n'hésitez pas. Je ferai une réponse très courte. Donc, alors oui, le marketing digital est-il devenu la base d'une stratégie CRM? De plus en plus. Ce n'est pas une vérité générale, mais ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, c'est le sujet de départ. C'est pas parce que c'est indispensable, mais parce que les organisations en ont besoin et aussi les équipes de vente ont besoin plus que jamais du marketing pour qualifier les clients. Donc, c'est pas dans 100% des cas, mais de plus en plus. Voilà. Merci, bonne journée, à bientôt.